Dans un texte classique du taoïsme, il est dit que ce qui peut être nommé n'est plus le principe ultime. Cette phrase est souvent lue comme de la poésie, mais elle fonctionne comme un avertissement méthodologique. Lorsqu'un concept est trop nommé, il a tendance à être mal compris. L'ego est l'un de ces concepts saturés de noms et de jugements. Il apparaît dans les discours moraux, psychologiques et spirituels avec des significations incompatibles. La question centrale n'est pas de savoir si l'ego est bon ou mauvais. La bonne question est de savoir quelle fonction il remplit. Dans la tradition taoïste, on ne combat pas le fleuve, on observe son cours. Cette logique éloigne l'esprit de l'opposition et le rapproche de la compréhension structurelle. Le même principe peut s'appliquer au fonctionnement psychique. Lorsque nous traitons l'ego comme un ennemi, nous perdons accès à son utilité réelle. Le jugement bloque l'analyse. Le rejet empêche la compréhension. Le Tao n'élimine pas les fonctions, il les réinsère dans le flux. C'est la clé conceptuelle qui guide cette approche. Le canal Solstice naît précisément de ce point d'intersection entre le langage, la psychologie et la sagesse orientale. La proposition est d'offrir une lecture structurelle de l'expérience humaine. Chaque contenu est conçu comme un matériel d'étude et de réflexion appliquée. L'accent est mis sur les concepts fondamentaux qui organisent la vie intérieure. L'ego est l'un de ces concepts centraux. Le comprendre modifie la façon dont on vit, dont on décide et dont on interagit. C'est l'axe du travail développé ici. Considérons une situation quotidienne simple et récurrente. Quelqu'un se sent menacé, non pas physiquement, mais symboliquement, lorsque son image est remise en question. La réaction est automatique, défensive et chargée émotionnellement. Ce mouvement ne vient pas de nulle part. Il est opéré par une fonction psychique qui protège la continuité, l'identité et la cohérence. Cette fonction est l'ego en action. Comprendre cela déplace l'accent de la culpabilité vers la structure. Le contenu que vous trouvez ici n'a pas pour but d'éliminer l'ego, ni de le glorifier. Il s'agit de comprendre comment il organise l'expérience consciente. Cela permet de différencier la fonction de l'identité. Cela permet d'agir avec moins de réactivité et plus de lucidité. L'étude de l'ego, en ce sens, est une étude de la maturité psychique. Elle intéresse ceux qui ont affaire aux relations, aux décisions et au langage. Le bénéfice est pratique, pas abstrait. Chaque vidéo de Solstice est conçue comme un support de référence. Le langage est clair, direct et structuré. Les concepts sont présentés sans moralisation. La spiritualité n'est pas utilisée comme une fuite de la réalité. Elle apparaît comme une méthode de lecture du réel. Le taoïsme intervient comme un outil d'observation et non comme une croyance. La psychologie et la philosophie dialoguent sans se confondre. Si ce type d'approche vous parle, suivez la chaîne Solstice. L'abonnement vous donne un accès continu à des contenus tout aussi rigoureux. Le like fonctionne comme un signe d'intérêt pour que ce type de contenu continue d'être produit. Il n'y a pas de promesse de transformation instantanée. Il y a de l'étude, de la clarté et un approfondissement progressif. L'ego n'a pas besoin d'être combattu pour être compris. La compréhension est le premier mouvement vers la liberté. L'invitation est faite de manière simple et directe. En 1949, lors d'une conférence à Zurich, Carl Jung a rapporté un épisode clinique qui apparaît rarement dans les citations populaires. Un patient hautement fonctionnel décrivait sa vie comme correcte, productive et socialement adaptée. Pourtant, il rapportait un sentiment persistant d'artificialité interne. Rien dans son histoire externe n'expliquait ce malaise. Il n'y avait pas de traumatisme évident ni de conflit social direct. Le malaise surgissait dans les moments de silence. Jung a compris que le problème ne résidait pas dans le contenu de la vie, mais dans la structure qui l'organisait. Ce patient s'était construit une identité cohérente au fil des décennies. Chaque choix renforçait une image stable de lui-même. Cette stabilité exigeait cependant une vigilance constante. Les petites critiques provoquaient des réactions disproportionnées. Les changements minimes généraient une anxiété intense. La structure qui garantissait l'ordre produisait également de la rigidité. Ce qui semblait être un équilibre cachait un effort continu.
La fonction qui organisait l'expérience commençait à avoir un prix. Quelque chose fonctionnait trop bien pour être sain. Le point décisif s'est produit lorsque le patient a décrit un rêve récurrent. Il marchait dans une maison parfaitement organisée, mais sans fenêtre. Tout était à sa place. Il n'y avait ni saleté, ni bruit, ni désordre. Pourtant, l'air semblait rare. Au réveil, il ressentait à la fois du soulagement et de l'inconfort. Le rêve n'indiquait pas le chaos, mais l'enfermement. L'organisation était devenue une limite invisible. L'ordre ne servait plus le mouvement de la vie. Ce type de récit n'est pas une exception historique. Il apparaît dans différentes cultures, époques et systèmes de pensée. Dans le taoïsme, on trouve des récits similaires dans des textes qui décrivent l'excès de forme comme une perte de contact avec le flux. Lorsque la structure devient absolue, elle cesse d'être un outil. Elle se confond alors avec ce qu'elle organise. Le problème ne vient pas de l'existence de la structure. Il survient lorsqu'elle n'admet aucune révision. La fonctionnalité se transforme en prison silencieuse. D'un point de vue psychologique, cette structure est reconnue comme nécessaire. Elle permet la continuité, la responsabilité et la reconnaissance sociale. Sans elle, l'expérience consciente se fragmente. Avec elle en excès, l'expérience se durcit. Le défi n'est pas de la supprimer, mais de la comprendre. La conscience mûrit lorsqu'elle reconnaît ses propres opérateurs. Ce qui était auparavant invisible devient observable. Ce mouvement modifie la relation avec sa propre identité. L'histoire clinique rapportée par Jung ne se termine pas par une rupture dramatique. Le travail a consisté à apprendre à distinguer la fonction de la totalité. Le patient n'a pas eu à abandonner sa vie ni ses rôles. Il a dû apprendre à ne pas s'identifier entièrement à eux. Ce déplacement a produit plus de flexibilité que n'importe quel changement externe. La structure est restée opérationnelle, mais elle a cessé de commander seule. Le sentiment d'artificialité a progressivement diminué. L'air a recommencé à circuler dans la maison symbolique. Cette histoire sert de base pour comprendre pourquoi l'ego ne peut être traité ni comme un méchant ni comme une essence. Il organise, protège et soutient, mais n'épuise pas ce que nous sommes. Tout au long de ce contenu, cette fonction sera analysée avec précision conceptuelle. Chaque étape élargit la capacité d'observer sans rejeter. Lorsque l'ego est considéré comme un défaut, la solution la plus populaire consiste à recourir au contrôle mental. Mais cette approche a des effets secondaires prévisibles. La suppression des pensées indésirables augmente leur accessibilité, car le cerveau doit vérifier si l'interdiction est respectée. Ce mécanisme est décrit dans la littérature comme un processus ironique de contrôle mental, dans lequel la tentative de ne pas penser devient une façon de penser plus intensément. Il en résulte un contrôleur interne qui traque en permanence les menaces symboliques, comme si l'identité était en danger. La personne perd son énergie à essayer de maintenir un discours propre, cohérent et socialement sûr. À court terme, cela ressemble à de la discipline, mais à moyen terme, cela se transforme en rumination et en épuisement. Le problème n'est pas l'existence de l'ego, mais le système de surveillance qui naît lorsque l'on tente de le détruire. Une deuxième alternative erronée et courante consiste à échanger une ancienne identité contre une identité meilleure, plus spirituelle, plus mature ou plus correcte. Cet échange modifie le vocabulaire, mais ne change pas la fonction qui opère en arrière-plan, qui est de protéger l'image de soi et d'assurer la stabilité sociale. Le nouveau masque est généralement plus rigide, car il doit prouver qu'il est supérieur au précédent pour justifier le changement. Toute question, critique ou rechute, devient une menace directe, et la réaction défensive s'intensifie. En termes cliniques, cela tend à accroître la sensibilité au jugement et le besoin de contrôler l'impression. L'ego ne se dissout pas. Il migre simplement vers un rôle plus sophistiqué et plus difficile à remettre en question. L'effet secondaire est une sorte d'anxiété moraliste qui confond évolution et perfectionnisme. Une troisième issue, apparemment raffinée, consiste à tout observer en permanence, comme si la conscience devait surveiller chaque micro-impulsion. Lorsque l'observation devient une compulsion, l'esprit entre en hypersurveillance, ce qui réduit la capacité à agir avec fluidité.
La personne commence à évaluer son propre état avant toute action, et la décision perd son timing, sa force et sa simplicité. Cela favorise la rumination, car chaque choix ouvre un nouveau cycle d'analyse et de correction. L'ego assume le rôle de commentateur permanent et transforme la vie intérieure en un tribunal. Le corps enregistre cet état comme une tension diffuse, car il n'y a pas de repos dans l'auto-examen. La pratique qui devrait élargir la liberté finit par produire paralysie et irritabilité. Une pratique scientifiquement fondée et ayant un effet direct sur les schémas mentaux destructeurs est l'étiquetage affectif conscient. Elle ne cherche pas à éliminer l'émotion, ni à la remplacer par une pensée positive, ni à analyser les causes dans le feu de l'action. La procédure est simple, identifier et nommer, en quelques mots, l'état émotionnel prédominant qui se manifeste à ce moment-là. Des études en neurosciences montrent que le fait de nommer les émotions tend à réduire la réactivité dans les circuits associés à la menace et à augmenter le recrutement des régions préfrontales liées à la régulation. Le point central est de transformer l'émotion en objet de perception sans la transformer en identité. Cela brise la fusion automatique du type « je suis cela » et crée un espace opérationnel pour le choix. L'ego continue à fonctionner comme organisateur, mais cesse de réagir comme s'il défendait l'être tout entier. L'application pratique suit un protocole simple en 3 étapes, qui prend moins d'1 minute afin de ne pas se transformer en analyse infinie. Tout d'abord, localiser dans le corps la signature de l'émotion, car les émotions apparaissent comme une sensation avant de devenir une histoire, ce qui réduit le risque de confondre émotion et récit. Deuxièmement, nommer l'émotion avec un mot ou une expression courte comme irritation, peur, honte, anxiété, attente, en évitant les explications et les justifications. Troisièmement, ajouter un marqueur de temporalité, tel que maintenant ou à ce moment, pour rappeler au système qu'il s'agit d'un état transitoire et non d'une définition personnelle. Le critère de qualité est la simplicité et non la profondeur, car l'objectif est de réguler et non d'interpréter. Cette pratique fonctionne mieux lorsqu'elle est mise en œuvre au début de l'escalade émotionnelle, avant la réaction verbale ou comportementale. Répétée au fil des jours, elle permet d'entraîner une séparation stable entre le contenu émotionnel et l'identité narrative. Ce qui rend cette pratique puissante, c'est qu'elle rééduque l'ego sans le confronter, lui rendant son rôle de médiateur plutôt que celui de commandant absolu. Lorsque l'émotion est nommée, l'ego obtient une carte et les cartes permettent la navigation, tandis que la réactivité ne permet que la décharge. Ce mouvement crée une pause fonctionnelle entre le stimulus et la réponse, et c'est dans cette pause que naît la véritable responsabilité. À partir de là, les décisions ne sont plus seulement une défense de l'image, mais deviennent des choix alignés sur les valeurs et le contexte. Dans le taoïsme, cela se rapproche de l'idée d'agir sans effort forcé, non pas dans le sens de la passivité, mais dans le sens de ne pas lutter contre le flux interne avec rigidité. L'émotion est reconnue comme faisant partie du flux, et la conscience reste le champ qui contient ce flux. La maturité apparaît comme la capacité à utiliser l'interface de l'ego sans être utilisée par elle. Pour se consolider, la pratique nécessite un engagement verbal suffisamment simple pour s'intégrer dans la vie quotidienne et suffisamment spécifique pour guider le comportement. Un bon engagement ne promet pas la perfection, il promet une méthode, car une méthode est reproductible même dans les jours difficiles. Si l'étiquetage affectif devient une habitude, l'ego cesse de confondre menaces symboliques et menaces réelles et la vie sociale devient plus légère et plus précise. Le gain n'est pas de devenir quelqu'un sans ego, mais de retrouver la liberté de répondre sans guerre interne. Pour marquer cet engagement, écrivez dans les commentaires une phrase courte que vous pouvez répéter lorsque vous remarquez que la réactivité surgit. Utilisez celle-ci. Je nomme ce que je ressens pour choisir comment j'agis. Commentez exactement cette phrase pour signaler que vous allez pratiquer et pas seulement accepter. La pratique présentée n'est pas une technique de contrôle émotionnel, mais un ajustement dans la relation entre la conscience et le contenu psychique. D'un point de vue psychologique, elle part du principe que les émotions sont des événements transitoires et non des définitions du moi. En nommant une émotion,
on crée une distinction fonctionnelle entre l'expérience et l'identité. Cette distinction active des processus de métacognition décrits dans la psychologie contemporaine. La conscience observe sans chercher à corriger immédiatement. L'ego cesse de réagir comme le défenseur absolu de l'identité. Il commence à fonctionner comme un médiateur symbolique de l'expérience. En neurosciences affectives, ce déplacement s'explique par le changement de prédominance entre les systèmes cérébraux. L'étiquetage émotionnel réduit l'activation des circuits limbiques liés à la menace. Dans le même temps, elle augmente l'activité dans les régions préfrontales associées au langage et à la régulation. Cela n'élimine pas l'émotion, mais modifie sa trajectoire interne. L'organisme passe du mode réactif au mode intégratif. L'ego trouve une fonction claire dans ce processus. Il organise l'expérience sans s'y confondre. La pratique agit sur la structure, pas sur le contenu. Dans le bouddhisme, ce principe apparaît dans la distinction entre sensation, perception et attachement. La douleur émotionnelle surgit, mais la souffrance se consolide lorsqu'il y a identification. La pratique de nommer équivaut à la reconnaissance consciente du phénomène avant la fixation. En disant que la peur est présente, on évite de dire « je suis la peur ». Cette différence linguistique correspond à une différence ontologique dans l'expérience. Le moi cesse d'être collé à l'état mental. L'esprit apprend à rester ouvert au flux. L'ego n'est pas nié, seulement désidentifié. Dans le taoïsme, la même logique s'exprime par la notion de non-ingérence forcée. On n'essaie pas d'expulser l'état interne ni de le modeler artificiellement. Reconnaître ce qui surgit, c'est lui permettre de suivre son cours naturel. La pratique respecte le mouvement spontané du psychisme. Lorsque l'ego n'est pas sous pression, il relâche son impulsion défensive. Il cesse de durcir la forme de l'expérience. Cela préserve l'harmonie entre la structure et le flux. L'action correcte émerge sans effort excessif. La pratique est simple car elle suit la nature du processus. Conceptuellement, l'ego peut être compris comme une interface narrative. Il traduit l'expérience en langage, en mémoire et en continuité. Lorsque cette interface devient absolue, la rigidité et la souffrance apparaissent. La pratique redonne à l'ego son rôle instrumental. Il commence à nommer sans juger et à organiser sans dominer. Cela rétablit la hiérarchie fonctionnelle de la conscience. La conscience observe, l'ego organise et l'émotion coule. Chaque instance remplit sa fonction spécifique. Le système recommence à fonctionner avec économie et clarté. D'un point de vue appliqué, cette réorganisation a des effets cumulatifs. La répétition de la pratique entraîne le système à reconnaître les états sans s'effondrer dans l'identité. Cela réduit la réactivité sociale et les conflits symboliques. La personne répond davantage et réagit moins. L'ego apprend qu'il n'a pas besoin de tout défendre. La confiance interne augmente sans gonfler l'image de soi. La stabilité découle de la flexibilité et non de la rigidité. C'est un indicateur classique de maturité psychique. Sur le plan spirituel, cette pratique ne recherche pas la transcendance, mais l'alignement structurel. Elle ne promet ni la dissolution de l'ego, ni l'illumination soudaine. Ce qu'elle offre, c'est une clarté fonctionnelle dans l'utilisation de l'esprit. La psychologie et la spiritualité convergent lorsqu'elles cessent de se disputer des explications. Toutes deux reconnaissent que la souffrance naît de la confusion entre la fonction et l'essence. En séparant ces couches, l'expérience devient plus lucide. L'ego reste présent, mais n'est plus central. La conscience retrouve son espace et sa direction. C'est le fondement d'un travail intérieur cohérent. L'ego n'est pas une erreur à corriger, ni un ennemi à combattre. C'est une fonction nécessaire à l'organisation de l'expérience humaine. Il permet la continuité, la responsabilité et l'interaction sociale. Sans lui, il n'y a ni récit personnel, ni prise de décision cohérente. Le problème survient lorsque cette fonction est confondue avec la totalité de l'être. À ce stade, l'identité devient rigide et défensive. La clarté commence lorsque l'ego retrouve sa place fonctionnelle. Lorsque l'ego est utilisé comme un outil, il n'a plus besoin de se défendre en permanence. L'esprit cesse de fonctionner dans un état de menace symbolique constante. Cela réduit les conflits internes et externes. Les décisions sont désormais guidées par le contexte
et non par la protection de l'image. La vie sociale devient plus simple et plus honnête. Le corps réagit avec moins de tension. L'expérience gagne en fluidité. Ni le taoïsme ni le bouddhisme ne proposent une guerre contre la structure psychique. Tous deux pointent vers la reconnaissance claire de ce qui est transitoire. La souffrance naît de l'identification rigide et non de l'existence des formes. L'ego, lorsqu'il est reconnu comme une fonction, cesse d'endurcir l'expérience. La pratique suit ce principe sans abstractions inutiles. Rien n'est ni nié ni exalté. Tout est simplement observé avec précision. La clarté ne résulte pas d'un effort excessif, mais d'un alignement structurel. Lorsque chaque instance remplit sa fonction, le système entre en équilibre. La conscience observe, l'ego organise et l'émotion coule. Cet arrangement réduit le gaspillage d'énergie mentale. La vie intérieure devient plus silencieuse et plus efficace. L'action devient plus précise. La simplicité est un signe d'intégration. En termes directs, l'ego n'a pas besoin d'être détruit ni suivi aveuglément. Il doit être compris et repositionné. Cette compréhension change la façon dont on vit, réagit et décide. Si l'ego est une fonction et non une essence, que remarquez-vous exactement lorsque vous percevez l'ego en action ? Dans le taoïsme, on se demande qui agit lorsque rien n'est forcé et rien n'est résisté. Cette question ne cherche pas une réponse intellectuelle, mais un déplacement de position interne. Tout au long de ce parcours, le bénéfice n'a pas été d'accumuler des idées, mais d'affiner la perception. Lorsque la perception s'affine, l'effort diminue. Il y a un moment où les concepts cessent d'être des cartes et deviennent des paysages. À ce stade, l'esprit cesse de courir après les définitions. L'ego est toujours présent, mais il n'occupe plus tout le champ. Quelque chose s'organise sans avoir besoin d'être nommé. Ce n'est pas une absence de pensée, mais une présence de clarté. L'expérience gagne en simplicité, sans perdre en profondeur. Le gain n'est pas extraordinaire, il est fonctionnel. Et c'est précisément pour cela qu'il est transformateur. Dans le langage poétique du Tao, on dit que l'usage correct ne fait pas de bruit. L'ego, lorsqu'il est utilisé comme un instrument, devient silencieux. Il organise, mais ne s'annonce pas. Il répond, mais ne s'impose pas. C'est l'épiphanie discrète du chemin intérieur. Rien ne doit être retiré, seulement repositionné. Ce qui semblait être un conflit se révèle être un déséquilibre fonctionnel, et l'ajustement se fait sans violence interne. Du point de vue zen, aucune conclusion ne met fin au processus. Toute synthèse est provisoire. Ce qui a été compris aujourd'hui mûrit demain d'une autre manière. L'esprit qui s'attache à la conclusion perd son mouvement. L'esprit qui contemple reste disponible. C'est pourquoi la conclusion ici ne ferme pas. Elle ne fait que pointer. Le silence entre une compréhension et une autre enseigne également. Et c'est peut-être là que quelque chose d'essentiel s'installe. Si quelque chose de ce qui a été dit a résonné, il vaut la peine d'observer où cela touche l'expérience quotidienne. Non pas comme une tâche, mais comme une curiosité appliquée. Le Tao n'exige pas une application correcte, seulement une attention continue. L'ego n'a pas besoin d'être vaincu pour perdre sa centralité. Il perd sa centralité lorsqu'il n'est pas confondu avec le tout. Cette distinction change la façon d'écouter, de parler et d'agir. Le bénéfice apparaît dans les détails, et les détails révèlent le chemin. Partager une perception est une façon de la rendre consciente. En écrivant, l'expérience prend forme sans se cristalliser. Lire d'autres expériences élargit le champ d'observation collective. Il n'y a pas de vrai ou de faux dans ce mouvement. Il n'y a que des récits de la façon dont le même principe opère dans des vies différentes. Le voyage proposé ici ne s'arrête pas là. Il se poursuit là où l'attention est portée sur le fonctionnement interne. L'invitation n'est pas d'accumuler du contenu, mais d'accompagner un processus. Les processus demandent du temps, de la répétition et de l'écoute. Accompagner ce cheminement ensemble crée une continuité symbolique. Le silence individuel trouve un écho dans l'espace partagé. Les commentaires et les expériences maintiennent le champ vivant, et le chemin continue, sans précipitation, au bon rythme.